La première session, c'est libérer votre créativité. Et on va démarrer tout de suite avec la keynote d'ouverture du Hub Institute Horizon 2024, décryptage des nouvelles tendances sur les réseaux sociaux. Je suis ravie d'accueillir Mathias Desroches. Bonjour à toutes et à tous, oui je pense que vous m'entendez bien. Je suis très content d'être ici avec vous pour vous parler des réseaux sociaux et leurs horizons à l'ère de l'IA pour 2024. Donc je me présente très rapidement, je m'appelle Mathias Desroches, je travaille en tant que Trends Analyst pour le Hub Institute. Je travaille aux côtés de Laura Radivojevic et Adrien Garot. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, concrètement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un sujet qui touche tout le monde, autant professionnellement que dans la vie de tous les jours avec nos familles, nos amis. Pour en parler de manière un peu plus précise, et avant de parler des réseaux sociaux, on peut aussi parler d'Internet et de sa consommation de manière globale. On va tous se diriger vers Internet pour différentes raisons. Le fait est aussi qu'on peut deep diver dans Internet et les réseaux sociaux pour des raisons qui sont assez différentes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que le temps qu'on passe sur Internet, de manière générale, il tend à diminuer. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins intéressé par Internet. Ça veut juste dire qu'on essaye d'optimiser notre temps aujourd'hui pour pouvoir répondre à nos besoins et à nos attentes sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le temps passé par jour sur les réseaux sociaux, quant à lui, il augmente. Et ça veut juste dire que vraiment, on essaye d'optimiser notre temps. Après, en termes de plateformes et de réseaux sociaux, on voit, pas de surprise, c'est toujours Meta qui est en tête de gondole, avec des plateformes comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Ce qui est intéressant avec eux, c'est de voir qu'ils ont vraiment un écosystème global. En fait, chaque application correspond à un insight consommateur, que ce soit sur la question des communautés, le fait de rester en contact avec ses amis, sa famille, mais aussi avec des insights qui sont beaucoup plus tournés du côté du branding personnel, de l'image de marque qu'on peut retrouver avec Instagram. Autre facteur qui est intéressant à noter cette année, c'est le fait qu'on a des formats longs aussi qui intéressent beaucoup de monde. On le voit avec YouTube. D'autres formats qui sont un peu plus courts avec un TikTok qui recrute qui recrute très rapidement. Et aussi avec des plateformes comme X, anciennement Twitter, qui, suite à son rebranding, a quand même perdu 11% de ses utilisateurs totaux, ce qui représente 11 millions, par contre. Non, c'était 11%, c'était bien ça, de ses utilisateurs qui représentent à peu près 34 millions de personnes, donc ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, le nerf de la guerre aujourd'hui en termes d'utilisation des réseaux sociaux et ce que les marques veulent aussi, c'est avoir du temps. En tout cas, les consommateurs qui passent plus de temps sur les plateformes, clairement, ça reste TikTok aujourd'hui qui bat tous les records. Dans une autre mesure, on voit aussi qu'il y a un transfert qui s'opère ces dernières années en termes d'investissement publicitaire. Les dépenses ont quand même augmenté, ont été multipliées par 2. Maintenant, il y a aussi un autre enjeu qui est celui du format, quand on parle de format long, format court, mais aussi de format, quel média, quel outil on va utiliser pour deep diver. Aujourd'hui, c'est clairement le smartphone qui est utilisé. Et autre élément qui est très important quand on parle de réseaux sociaux reste les cibles ou les générations auxquelles on s'adresse. On le sait, toutes les générations n'utilisent pas les réseaux sociaux de la même manière. On a des baby-boomers ou des générations X qui vont utiliser les réseaux sociaux de manière beaucoup plus mesurée que les autres générations. Les millennials qui vont avoir un attrait particulier au format audio-digital. Et une génération Z qui, elle, par contre, passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux comparé aux autres générations. Et une génération alpha qui, elle, de son côté, quand on se rend compte qu'ils ont 83% de taux d'équipement à 12 ans, c'est quand même assez impressionnant et c'est à se demander, est-ce qu'ils vont avoir le même regard que nous sur les réseaux sociaux demain? Autre tendance qui est assez vertigineuse, c'est le fait qu'on ait des réseaux sociaux qui deviennent au fur et à mesure payants. Et maintenant, avec cette tendance-là, on se demande si demain, on aura quand même accès aux mêmes fonctionnalités qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra poster de la même manière, créer du contenu de la même façon? C'est des questions qui restent aussi en suspens. Et quand on voit qu'il y a des formats comme TikTok Series qui se créent, on peut se demander finalement, est-ce que toutes les plateformes sont en train de se TikTokiser, toutes les plateformes sont en train de réduire leur format, et contrairement, TikTok prend la tangente inverse, c'est-à-dire rallonger des formats, créer plus d'engagement sur sa plateforme, et c'est aussi quelque chose qui reste très pertinent pour cette marque. Maintenant, on voit aussi qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont émergents.
Et ces réseaux sociaux-là, on peut les citer, des Beryl qui viennent répondre à des Instagram, des BeFake aussi qui veulent travailler la créativité des consommateurs. On a des médias aussi qui intègrent l'intelligence artificielle comme Artifact qui est super intéressant, qui vous permet de filtrer tout le contenu via un algorithme. Et finalement, vous ouvrez l'application et vous avez accès qu'à des contenus qui vont vous plaire et qui seront susceptibles de vous intéresser. Donc ça, c'est quand même une facette qui est assez intéressante. Maintenant, le point à retenir aussi de toutes ces nouvelles plateformes qui se créent, c'est de comprendre un peu comment ces idées se développent. De notre côté, au Web Institute, on a analysé ça sous différents prismes. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des médias traditionnels, on va dire, qui ont commencé à émerger il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, les nouvelles plateformes s'inspirent de ces médias pour, via les insights utilisateurs et consommateurs, inspirer un nouveau vent, en tout cas dans cette matrice des médias sociaux. On peut prendre l'exemple de Polywork, par exemple, qui va prendre l'exemple inverse de LinkedIn. LinkedIn, qui est un média qui est très segmenté, qui est très cadré, où on se met dans une case automatiquement en se disant je fais tel poste dans tel secteur de métier. Et bah, Polywork, ils ont pris la tendance inverse, se dire que ma génération, qui est génération Z, donc j'ai 26 ans, on nous a toujours dit au lycée, au collège, vous allez être amené à changer 3, 4, 5 fois de métier. Et en fait, ce média-là vient dire, écoutez, tous les profils aujourd'hui commencent à devenir 360, on a besoin de se spécialiser dans plein de choses, mais aussi d'être assez performant dans différents domaines. Donc on vous propose un réseau social professionnel qui vous permet d'exister comme vous êtes et pas vous mettre seulement dans une case. Donc voilà, le point qui était sur cette slide, c'est vraiment de se dire les médias sociaux qui émergent sont en train de s'inspirer des anciennes plateformes. Maintenant, il y a aussi un autre switch qui est en train de s'opérer. Le fait qu'avant, l'approche publicitaire était beaucoup plus dans un état d'esprit conversationnel avec des WhatsApp, des X aussi, où on pouvait introduire de la publicité de manière un peu plus frontale. Aujourd'hui, on l'a vu, le nerf de la guerre, ça reste l'engagement. Et quand on voit qu'il y a encore plus de personnes qui vont sur TikTok et que les marques cherchent à s'y mettre aussi, on se demande si finalement, aujourd'hui, on n'est pas en train d'essayer d'horizontaliser les communications pour essayer de toucher un maximum de monde et de manière moins frontale et beaucoup plus amicale, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les réseaux sociaux traditionnels. Au contraire, on voit que les marques les plus puissantes aujourd'hui, comme Instagram, Apple, Tesla ou Nike, continuent d'utiliser les réseaux sociaux. Toutes sur Instagram, sur YouTube, sur X. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir quel balance je vais opérer dans ma stratégie média et comment je vais pouvoir réussir à toucher mes cibles, toujours en prenant en compte la génération. Maintenant, il y a d'autres clés d'entrée pour pouvoir engager les communautés. C'est des clés d'entrée qu'on a essayé d'imaginer, d'imager en tout cas, ce qui nous a paru pertinent pour en tout cas toucher les communautés. Une des plus importantes, à mon sens, ça reste la notion de culture, comment on arrive à se mettre en contact avec du lien, avec ce qui fait du commun avec les consommateurs. Et Mattel, je trouvais que c'était un exemple qui était assez représentatif de ça, dans la mesure où en fait, donc on le sait, Barbie, c'est un produit qui est assez iconique, qui est un symbole de plusieurs générations aussi, et qui a essayé de retravailler les notions de féminisme ces derniers temps. Mais ce qui est important avec eux, c'est de se dire qu'ils ont vraiment fait un film pour leur produit. Il y a eu une campagne marketing qui a été assez impressionnante aussi. Sur les réseaux sociaux, ça a performé en même temps que Oppenheimer. Il y a même eu une tendance qui s'appelle Barbenheimer, où les deux films étaient comparés, donc ça a généré beaucoup d'engagement. Et en plus de cet engagement social media, il y a eu un engagement en salle. Et finalement, les propriétaires de Mattel se sont dit pourquoi ne pas faire des films pour tous nos autres produits. Donc ils ont vraiment réussi à mettre en culture leur marque. Maintenant, il y a un autre enjeu qui est aussi très intéressant pour les réseaux sociaux et la manière de faire de la création publicitaire, c'est comment intégrer de l'intelligence artificielle dans nos métiers et surtout en publicité. Ici, je vous présente une campagne qui fait une collaboration de 2 ans entre Lenovo et Brainsonic, et qui a été fait à base d'intelligence artificielle, mais aussi de Premiere Pro, After Effects. Et ils ont vraiment réussi à combiner les matières pour finalement faire un film publicitaire dans lequel on retrouve des éléments assez technologiques, et on n'arrive plus à différencier où est l'IA et où sont les outils qui n'en sont pas. Autre tendance forte dont on parlait juste avant et qui va aussi avec la TikTokisation des plateformes, le fait que les formats deviennent de plus en plus courts, et ça vient pas de n'importe où, ça vient aussi du fait qu'on passe moins de temps en ligne, on cherche à optimiser la manière dont on consomme nos réseaux sociaux, et finalement ça nous fait nous dire qu'il y a des formats qui commencent à se rétrécir. Mais ce n'est pas pour autant
qu'il faut oublier le format long et qui reste très intéressant. On l'a vu avec Mattel avant sur les films. Maintenant, il y a aussi le fait de pouvoir introduire sa marque dans des séries. Et quand on voit qu'il y a des productions culturelles comme The Last Dance avec Michael Jordan, je ne sais pas si vous avez vu la série, mais qui est impressionnante, c'est pas étonnant que juste après, les ventes de sneakers Jordan 1 aient volé jusqu'à 70% de plus que le mois d'avant. Donc il y a quand même quelque chose à travailler dans la mise en culture de sa marque et comment on arrive à la storyteller au travers de ces histoires. Autre format qui reste super intéressant et qu'on va aborder, qui est l'audio-digitalisation des contenus. Avec ce format-là, il y a plusieurs options. On a essayé de les diviser en deux parties. La première, ce serait de dire pourquoi ne pas faire un podcast de marque, de vraiment brander mon podcast et de faire s'exprimer la marque sur un format qui est vraiment frontal. Ou alors, il y a aussi cette notion de dépublicitarisation. On va vraiment essayer de camoufler la marque et peut-être l'introduire de manière plus subtile dans les formats. C'est une question qu'il faut se poser en fonction des objectifs de marque, toujours. En termes d'usage maintenant, sur la manière dont l'audio est travaillé par les plateformes sociales. On voit depuis plusieurs années qu'il y a des mises à jour qui sont faites, notamment des WhatsApp qui nous permettent d'envoyer des mémos vocaux. On déteste aussi les personnes qui envoient des mémos vocaux qui sont beaucoup trop longs, mais ça reste quelque chose qui... Oui, je vois que ça concerne des gens dans la salle, mais c'est aussi des usages, des insights qui sont travaillés par les marques. Et dans ce contexte-là, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des formats qui commencent à s'hybrider aussi. Quand on voit que les formats musicaux touchent aussi le milieu du jeu vidéo, on se dit que finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand on voit des Travis Scott qui vont dans Fortnite, qui en moins de 7 minutes arrivent à générer un engagement de plus de 12 millions de personnes, on se dit qu'entre audio et jeux vidéo, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, un élément clé pour le gaming en France, et un point qui ressort dans pas mal de briefs créatifs en agence publicitaire, c'est de savoir comment on arrive à adresser le bon message aux bonnes communautés et comment leur avoir une proposition de valeur qui est assez pertinente pour ne pas se prendre un bad buzz derrière. Ça a été, en tout cas, dans ce contexte-là, il y a des marques comme Carrefour qui l'ont fait. Et finalement, c'est des formats qui sont assez engageants parce qu'ils arrivent à événementialiser leurs activations et à générer de l'engagement. Maintenant, quelque chose qui est aussi important avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse créer, donc ce que je disais juste avant, des événements. Et aujourd'hui, la sphère gaming, elle a réussi à dépasser ça. On est vraiment passé d'un format du geek loser, entre guillemets, à la championitude, à des championnats de e-sport et même à des causes qui sont encore plus fédératrices, qui permettent de répondre à la transition écologique aussi, comme avec le The Event, qui choisit chaque année des marques pour pouvoir collaborer, le GP Explorer ou le Eleven Star, qui font que finalement la sphère gaming dépasse ce qu'elle était à la base. En termes d'utilisation des médias sociaux et d'intelligence artificielle aussi, on peut se demander comment les filtres qu'on exploite déjà depuis de nombreuses années peuvent être encore plus performants. Demain, on pourrait même penser à une marque qui va, grâce à l'intelligence artificielle, générer des filtres qui sont personnalisables par les utilisateurs et qui finalement pourraient arriver, commander, je ne sais pas, une paire de lunettes ou commander quelque chose sur leur tenue qui leur permette vraiment de consommer comme ils l'entendent. Donc ça, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, ça reste super important. C'est pas étonnant que ChatGPT aussi ait rencontré un succès assez fou. Ils ont recruté beaucoup plus vite que les autres plateformes. Et ça montre que c'est finalement une innovation de rupture qui peut potentiellement nous faire aller encore plus loin. Pourquoi pas, que ce soit en termes de campagne publicitaire ou en termes de production culturelle, ça se trouve, dans une dizaine d'années, on pourra avoir des films qui sont faits totalement à l'IA. Le premier va faire un buzz monumental et peut-être qu'après, dans les usages, ça va peut-être devenir un peu plus courant. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut vraiment avoir une patte créative dans pas mal de domaines, que ce soit dans la création de textes, de scripts, faire des vidéos avec Runway, des images avec Dali. Quand on se dit qu'avec une seule phrase, il est possible d'être encore plus créatif qu'avant et de gagner du temps, c'est assez impressionnant. On pourrait, donc ce que je disais, générer de la publicité, revaloriser aussi les créations de marques, les campagnes, en faisant la promotion de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut aussi se poser la question de comment on arrive à l'intégrer dans une entreprise. Ça peut aussi nous permettre de rendre plus efficiente la personnalisation des produits, réussir à finalement aussi automatiser des tâches, excusez-moi. Et il y avait une question qui restait en suspens aussi pour les réseaux sociaux.
c'était est-ce que ça va nous remplacer, est-ce que ça va remplacer nos métiers? Au Web Institute, on pense que non. On pense vraiment que c'est un outil, un accompagnant de la vie de tous les jours qui nous permet d'être un peu plus productif, qui nous permet d'être aussi encore plus créatif et de générer des idées. Maintenant, il y a aussi des questions qui restent en suspens avec tout ce qui est propriété intellectuelle et génération de ces images, à qui ça appartient, aussi des questions qui sont en rapport avec les deepfakes. Mais les réseaux sociaux, depuis déjà quelques années, essayent de s'approprier ces technologies pour proposer aux consommateurs cet accompagnement, en fait, finalement, comme on le voit avec des chatbots conversationnels. On peut aussi le voir avec des collaborations avec YouTube et Universal Music avec l'IA générative, qui permet aux artistes finalement d'être encore plus créatifs qu'avant. Et la question qui peut émerger de tout ça aussi, c'est de se dire comment on arrive à engager autrement les communautés, peut-être via des stratégies d'incarnation aussi. Peut-être que demain, un groupe comme Publicis va peut-être faire prendre la parole à sa mascotte via l'intelligence artificielle et automatiser des campagnes de communication. Il y a aussi un concept qui a été intéressant vis-à-vis de Incognito Influencer Project, qui est le directeur de l'agence Ballistic Art, qui finalement, quand il ne peut pas aller à des Fashion Week ou à des événements qui sont très privés, il se sert de l'intelligence artificielle pour créer des visuels et storyteller un peu ces événements-là. On a aussi des influenceuses comme Ludo Magalu qui est au Brésil et qui va servir tout un grand groupe de e-commerce et qui va permettre de générer de l'engagement en créant des concepts de communication avec les consommateurs et faire un peu du téléachat moderne. Maintenant, quand on parle d'IA, il y a aussi certaines limites, mais on voit qu'il y a quand même des processus créatifs qui sont en cours, que ce soit pour les agences de communication qui arrivent à faire du doublage de manière beaucoup plus rapide sans à recourir à trop de monde. On trouve que c'est assez impressionnant. Il y a aussi des alliances qui se créent pour essayer de contrer les deepfakes et les fausses informations. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire en ce moment. Et en termes d'engagement, vraiment, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de faire en sorte que les marques puissent aussi aider les utilisateurs à s'allier avec les utilisations de l'intelligence artificielle. Ça pourrait peut-être engager encore plus de monde. Peut-être que via la création de contenu, on pourrait retrouver des personnes parmi les consommateurs, les utilisateurs des marques qui sont encore plus créatifs que ceux et celles qui pensent les stratégies de communication. Et il y a encore beaucoup de choses à faire là-dedans. Après, en ce qui concerne le fait de monitorer aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la modération est un enjeu qui est assez crucial pour pouvoir contrer les externalités négatives de cette tendance. Et je pense que ce qu'on peut retenir de l'horizon 2024 pour les réseaux sociaux, c'est que les marques ont tout intérêt à essayer de faire communauté avec leurs consommateurs via des campagnes qui engagent, faire de l'événementialisation de campagnes, pouvoir travailler avec les utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Là où avant, on avait des campagnes de communication qui pouvaient se faire sur un format qui était un peu plus vertical, aujourd'hui, ça tend à s'horizontaliser et vraiment à essayer de créer quelque chose de commun avec les utilisateurs. Je pense que les marques peuvent aujourd'hui proposer des interactions. Elles sont beaucoup plus légitimes à le faire qu'avant. Et c'est aussi ça qu'on détecte avec TikTok, c'est que ce qui rend cette plateforme aussi performante, c'est que les marques n'hésitent pas à se mettre en contact avec les consommateurs, à utiliser les mêmes codes et finalement à essayer de parler le même langage, à proposer des challenges, poser des questions. Et les marques sont beaucoup plus finalement disposés à se mettre au même niveau sur ces plateformes-là. Donc c'est aussi pour ça que les autres réseaux sociaux s'en inspirent. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et je tiens aussi à remercier Laura et Adrien qui m'ont aidé sur ce sujet, qu'on a travaillé ensemble. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on n'avait pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé, j'ai essayé de faire au mieux pour synthétiser tout le travail. Mais vous pouvez aussi retrouver les reports qui vont être postés dans pas longtemps. Et je laisserai aussi Laura s'exprimer sur le sujet TikTok plus tard dans la journée. En attendant, je vous remercie infiniment pour votre attention et merci à vous.